Je me présente, Jérémy Cognot, je suis chirurgien orthopédiste du sport sur les membres inférieurs. Je fais surtout du genou ligamentaire et tous les gestes qui vont autour. Et aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler de la translation de TTA avec ses indications et la prise en charge qui va avec. Sur la pathologie rotulienne, il y a vraiment deux grands syndromes qu'il faut surtout pas mélanger. Il y a la rotule douloureuse et la rotule instable. Et quand on parle de la douleur, c'est le syndrome douloureux rotulien et c'est non chirurgical. Alors, je fais juste une aparté sur cette présentation. Ce que je vais vous dire est très simple parce que ça permet d'être compris. C'est valable dans 90% des cas, mais par définition, ce qui est simple est faux. Mais ça suffit pour bien comprendre au début. Et ensuite, on incrémente avec des données intelligentes. Donc, la douleur, un syndrome douloureux rotulien isolé, sans instabilité, n'est pas chirurgical de base. Par contre, quand il y a une instabilité, la rotule se luxe toujours en externe. Au premier épisode, on va d'emblée chercher des complications, avec une radiographie au minimum, notamment pour chercher des fragments ostéocartilagineux. Le traitement sera habituellement fonctionnel, avec des genouillères de recentrage rotulien, et on ne parle pas d'attelles en extension, parce que les attelles en extension vont permettre le débrouillage aux urgences quand on n'a pas fait le bon diagnostic. Ça permet de maintenir le genou pour que ça calme un peu, mais très vite, ça va faire fondre le vaste interne. Et comme je viens de vous dire, la luxation se fait toujours en externe, donc on aggrave les choses avec une attelle en extension. Il faut assez vite passer sur des genouillères fenêtrées de recentrage rotulien. Au deuxième épisode, là, on parle d'instabilité caractérisée, donc d'instabilité rotulienne objective, et on va faire un bilan de la dysplasie fémoro-patellaire pour savoir s'il y a des facteurs anatomiques prédisposants à ces luxations qui ont été majorés par un événement mécanique délétère. J'aime bien expliquer à mes patients que l'instabilité rotulienne, c'est un peu comme un funambule sur son fil. Tous ne meurent pas, sinon on arrêterait cette discipline, mais pour autant, la situation, elle est défavorable, elle est assez instable, et il suffit de pas grand-chose pour que tout s'envenime, et le but du jeu, c'est de redonner de l'équilibre pour que ça arrête de se passer ainsi. Et donc, nous, le sujet, c'est la translation de TTA, et la translation de TTA ne s'envisage que si la TAGT est augmentée. Qu'est-ce que ça veut dire? La TAGT, c'est une distance, si on regarde à l'aplomb, le fond de la gorge trochléenne avec la zone d'insertion du tendon rotulien. Donc en gros, ça nous dit quelle est l'orientation de la traction du tendon rotulien sur la rotule au moment de la flexion du genou. Est-ce que ça va tirer dans l'axe de la gorge trochléenne ou pas? Et donc voilà à quoi ça ressemble de profil. On a la rotule qui, par définition, est fixe et le genou va, le fémur va fléchir. C'est un peu faux, c'est l'inverse, c'est plutôt le tibia qui passe sous le fémur, mais ça permet de mieux comprendre, de mieux séparer les éléments. Et si on regarde par au-dessus, on fait des reconstructions en scanner où on aplatit l'image de toutes nos reconstructions de nos coupes horizontales. Et donc l'apex de la TTA est vu ici, et le fond de la trochlée est vu ici. Et par rapport à 90, par rapport au condyle postérieur, on regarde quelle est la distance entre ces deux points. Normalement, on est aux alentours de 10-12 mm, on va dire. Et quand on dépasse la barre des 20 mm, ça devient franchement pathologique. Quand ça se luxe, la rotule part en externe et ça arrache également le MPFL. Ça, c'est pour vous ouvrir sur une autre chirurgie dont ce n'est pas le sujet ce soir, mais les ligamentoplasties de ce ligament qui vient de se faire arracher à l'instant. Donc le principe de la translation de TTA, c'est de médialiser les forces de traction sur la rotule pour éviter qu'elle fasse un faux trajet en externe. Et donc, voilà par exemple un genou qui tire un petit peu trop en externe, et on va essayer de ramener les forces de traction vers l'intérieur. Et derrière, la chirurgie, alors là c'est des images de synthèse qui sont absolument fausses, mais ça permet de comprendre le principe. En fait, on enlève un médaillon osseux qu'on va déplacer, qu'on va médialiser, et ensuite on va le fixer par deux vis. On peut plus ou moins aussi l'abaisser en fonction de la hauteur de l'appareil extenseur, mais ce n'était pas le sujet de ce soir, d'aller exactement dans ces détails. Le principe, c'est que pour comprendre ce qui va se passer ensuite en rééducation, vous avez tout l'appareil extenseur du genou, soit le deuxième groupe musculaire le plus puissant du corps humain, qui est tenu par deux vis. Voilà. Et donc là, ça rend un tout petit peu humble pour la suite de la prise en charge. Premièrement, on attend la consolidation osseuse. Donc pas de travail contre résistance avant 2 à 3 mois. On entretient des amplitudes articulaires et notamment les réveils musculaires avec des mobilisations passives pendant 45 jours, une marche simulée avec des cannes, avec un appui contact et un pas selon les recommandations. Et ensuite, on peut forcer
Le travail musculaire et de renforcement du quadriceps sera très important à partir de J90, puisque par définition, comme vous allez perdre du quadriceps, il va y avoir un syndrome douloureux rotulien secondaire à cette chirurgie. Alors pourquoi je m'étends pas trop? Parce que c'est une chirurgie stressante et que les consignes du chirurgien sont finalement les plus importantes. Et c'est stressant et j'en profite pour faire un petit clin d'œil lyonnais, en ce jour du 8 décembre qui est la célébration de la Vierge Marie chez nous. On n'en est pas à prier pour que ça se passe bien, mais globalement, je peux pas trop vous donner plus de conseils sur la rééducation parce que c'est très, très, très chirurgien dépendant. C'est un peu moins codifié que sur d'autres chirurgies, et donc lisez bien les courriers que vous donneront les chirurgiens. Un petit peu donner l'avis du podologue sur les tendinopathies du tibial postérieur, parce que finalement, c'est quelque chose qu'on voit relativement fréquemment. On en voit chez les sujets jeunes, chez les sportifs et chez les gens âgés. Il faut savoir que c'est les tendinopathies qui arrivent juste après les tendinopathies d'Achille, donc c'est quand même assez fréquent dans les consultations de podologie. Donc le tibial postérieur, on ne va peut-être pas faire un rappel anatomique dessus puisque tout le monde le connaît. Mais en gros, ce qu'il faut retenir pour nous, c'est que c'est le gardien de la voûte plantaire. À chaque pas, il stabilise et il va contrôler la pronation. Une chose est importante pour nous, c'est qu'il faut savoir que l'excès de pronation, c'est l'un des principaux facteurs de blessure en course à pied. Donc, quand on voit pas mal de sportifs et de coureurs, l'analyse et le contrôle de la pronation sont des choses importantes. Alors, dans les différentes tendinopathies du tibial postérieur, pour brièvement les résumer, il y a d'abord les tendinites d'hypersollicitation. Donc là, je me jette un petit peu quand même sur mes notes. C'est ce qu'on voit plus fréquemment. Elle est provoquée par des micro-ruptures sur le corps du tendon. La douleur est le plus souvent unilatérale. Au début, c'est une douleur qui apparaît uniquement à l'effort, pratique sportive, marche, station debout prolongée, et elle devient rapidement permanente. À la palpation, on va retrouver plusieurs tuméfactions. Il s'agit de cicatrisation nodulaire due aux micro-ruptures. Le diagnostic est clinique, mais il est souvent confirmé par l'échographie ou par l'IRM, qui permettent de visualiser l'épaisseur du tendon. Alors, comme toutes ces pathologies de surmenage, elle est provoquée par la réunion d'un facteur favorisant et d'un facteur déclenchant. Alors, les facteurs favorisants, c'est souvent la même chose, la mauvaise hydratation, le surmenage, la chaleur, le manque d'échauffement, le manque d'étirement et, ce qui va nous intéresser directement en tant que podologue, les troubles statiques. Les troubles statiques qui génèrent une hyperpronation. Donc, on a le pied valgus, les pieds plats, les génuvarums, les génuvalgums, ou l'hypoextensibilité du triceps sural. Après, dans les facteurs déclenchants, on va trouver le sport intensif, les mouvements répétés et réguliers de sport unidirectionnel, les mouvements répétés de pronation, les traumatismes directs, les terrains mal adaptés à la pratique sportive, et surtout un des gros facteurs déclenchants qu'on voit souvent en consultation de podologie du sport, c'est la chaussure inadaptée, la chaussure mal adaptée, la chaussure trop usée et la chaussure qui n'est pas adaptée au profil moteur du patient. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir fréquemment. Alors, si on a passé ce stade, on va se retrouver face à la ténosynovite, qui est une pathologie plus inflammatoire du tibial postérieur. Elle va toucher le tendon, mais aussi la gaine synoviale. Elle est souvent secondaire à cette tendinopathie d'hypersollicitation. Et elle peut apparaître aussi dans le cadre d'une maladie inflammatoire. La douleur, elle apparaît au repos, à la marche avec une recrudescence nocturne. Alors, des complications peuvent survenir dans ce cas-là et aggraver le tableau clinique. Par exemple, un syndrome du canal tarsien avec compression du nerf tibial postérieur et une évolution vers un pied valgus et une augmentation de la douleur. Après, dans les cas les plus extrêmes, chose que je ne vais pas trop développer ici parce que ça ne nous intéresse pas nous, podologues, c'est la rupture du tibial postérieur et la luxation du tibial postérieur. Maintenant, pour en venir au traitement podologique, c'est vrai qu'on va d'emblée s'orienter vers une orthèse biomécanique parce que dans le cas d'une tendinopathie du TP, on va d'emblée penser à soutenir de façon biomécanique le tibial postérieur avec une semelle qui va comprendre un recueil de voûtes.
Alors là, tout notre boulot, ça va être de trouver le type d'orthèse que l'on va pouvoir réaliser pour le patient. Est-ce qu'on va partir sur une orthèse classique, donc montée avec des éléments façonnés à la main, ou pour certains sportifs avec un chausson particulier, les joueurs de foot par exemple, des orthèses thermoformées avec des soutiens qui vont être faits avec des matériaux carbone, donc qui vont nous aider à avoir un soutien dans un minimum d'encombrement, ou pourquoi pas des semelles, je ne sais pas si on va y voir là, ça c'est par exemple des semelles 3D, qui sont des semelles qui ont été façonnées à partir d'un scan du pied. Et cette semelle, après, on va pouvoir régler ici la hauteur de voûte en fonction de notre choix et de notre correction. Et on va aussi pouvoir choisir la dureté du matériau. Après, si on veut partir sur une semelle thermoformée, on peut avoir des semelles avec, par exemple, des petits renforts ici qui peuvent être plus ou moins rigides en fonction de la chaussure. Donc ça va être notre choix thérapeutique en fonction du patient, de son activité, de son âge, du confort et des matériaux dont on a besoin. Ça, c'est une première chose, mais associé à ces bilans morphostatiques et au bilan dynamique qu'on va pouvoir réaliser sur plateforme de marche, on va souvent associer un bilan postural parce que, en fait, c'est assez intéressant de lever certaines dysfonctions, tant sur le plan musculaire, articulaire et neural. C'est intéressant d'apprécier le tonus de la chaîne postérieure en posturo. C'est intéressant de voir comment on peut le détendre. Et c'est intéressant de voir à quel niveau il faut taper pour détendre ces dysfonctions, ces tensions musculaires qui vont nous aider à soulager notre tibial postérieur. En fait, la semelle biomécanique va agir en fin de chaîne en soutenant le tibial postérieur. La semelle posturale va peut-être nous aider à détendre. Donc ça, c'est une chose qu'on va intégrer sur la semelle. Lors des consultations, lorsque le patient est en urgence et quand il vient et qu'il a mal, souvent, un des petits trucs qui nous aide beaucoup, c'est la pose d'un TEP. Ça, le TEP a une action antalgique immédiate et le patient peut le refaire en attendant la réalisation des semelles. Et on va aussi, pour les sportifs, les aider dans le choix de leurs chaussures, notamment, et là je pense que je vais avoir pas mal de collègues qui vont rebondir là-dessus, en fonction de leur profil moteur et de leurs préférences motrices. Parce que c'est vrai qu'un aérien ne va pas solliciter son TP de la même façon qu'un terrien. Et donc, le choix de la chaussure va nous aider. Est-ce qu'on va avoir besoin sur le plan biomécanique d'une chaussure qui va le maintenir en latéral ou pas? Ce n'est pas forcément une hérésie de prendre une chaussure avec contrôle de pronation et de mettre en plus une semelle qui contrôle, parce que le contrôle fait par la chaussure peut aider l'action de la semelle. Pas non plus dire à tout le monde qu'on va mettre une chaussure universelle parce qu'on a une semelle. C'est pas vrai, la chaussure peut nous aider. Et le choix de la chaussure, il est important aussi parce qu'il doit être fonction du profil moteur du patient. Donc en gros, on a, nous, pas mal de solutions thérapeutiques, tant sur le plan postural que biomécanique pour aider nos patients. Voilà. Donc, merci aux organisateurs pour cette invitation et pour ce dialogue interdiscipline. Donc, je vais vous parler, je suis radiologue ostéo-articulaire interventionnel sur Paris. Et donc, je vais vous parler de l'imagerie tendon d'Achille. Le traitement sera plutôt dans les questions. Donc, le premier message pour le choix de l'imagerie, on se pose toujours la question lorsqu'on doit faire la prescription de quel est le bon examen. Aujourd'hui, vous avez 3 grands types d'examens, la radio, l'écho et l'IRM. La radio ne servira à rien, mais la radiographie en charge statique, c'est extrêmement intéressant. On vient de vous le dire pour l'étude de la statique, donc ça sera indispensable. Ce sera toujours des radios en charge, sinon ça a peu d'utilité pour l'étude du tendon d'Achille. Et l'IRM, ce sera plutôt l'imagerie du riche ou l'imagerie préopératoire. Et donc, vous allez avoir une réponse à l'essentiel de vos questions lorsque vous allez demander une imagerie échographique de votre tendon d'Achille. Alors ici, un premier exemple, une jeune femme sportive, marathonienne, qui vient, pourquoi? Parce qu'en fait, elle a fait un Doppler avec son doppleriste, parce qu'elle avait des petites varices en bilan préopératoire de varices, et le doppleriste a dit, oh là, le tendon d'Achille n'est pas normal, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je vous montre les images, et donc sur les images, vous voyez votre tendon d'Achille en écho, ici qui effectivement a l'air d'être un peu plus gros, ça c'est une coupe axiale, et là c'est une coupe longitudinale. Donc ça c'est une imagerie tendon d'Achille assez classique, mais évidemment il faut connaître la normalité d'un tendon d'Achille en écho. Donc, c'est quoi les critères d'échographie d'un tendon d'Achille normal? La première chose, c'est que les 2 bords du tendon sont vraiment bien rectilignes parce que c'est une corde, un tendon. Donc, elles doivent être bien parallèles les unes aux autres.
On voit bien l'aspect fibrillaire du tendon. Le tendon lui-même, en coupe axiale, il doit faire moins de 6, moins de 8 mm. Et puis, il a souvent une forme un peu concave, un peu en boomerang quand on le tranche. Et puis, évidemment, si on fait une étude dynamique de votre tendon d'Achille, il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de rupture qui apparaît, parce que le tendon est plein, il est fait de fibrilles et donc il est normal. Donc ici, une coupe longitudinale, une coupe axiale. Et avec ces deux images, ça prend quelques secondes, on a la réponse à toutes nos questions. S'il y a une perte du parallélisme, s'il y a une perte du caractère fibrillaire, s'il y a une hypoécogénicité, c'est-à-dire qu'il y a des taches noires dans le tendon, ou si le tendon est devenu très gros, c'est qu'il y a une tendinopathie au minimum, voire une rupture partielle. Donc vous aurez toutes les réponses à vos questions. Pour reprendre le cas de notre jeune femme, effectivement, vous voyez qu'il y a une perte du parallélisme, il est un peu plus gros, le diamètre est augmenté. Ici, il y a une diminution, enfin un bombement antérieur, c'est-à-dire qu'il y a une disparition du côté un peu boomerang du tendon en coupe axiale. Donc, on a une tendinopathie a priori. Mais un petit indice, c'est que notre jeune femme était une sportive. Donc, on reprend encore une dernière fois les critères. Mais ce qui est intéressant lorsqu'on fait une imagerie, c'est de répondre à 5 questions. 1. Est-ce qu'il y a une lésion, mais où est-ce qu'elle siège? Et votre tendon d'Achille, lorsque vous l'analysez, il y a 3 grandes portions, et c'est comme ça qu'on va déterminer les pathologies du tendon d'Achille. La jonction myotendineuse proximale, distale, pardon, donc c'est la jonction avec les gastrocnémiens, c'est ici, la portion corporéale, et puis la portion distale ou l'anthèse sur le calcanéum. Donc il faut dans le compte-rendu que vous puissiez savoir où siège l'anomalie qui a été décrite par le radiologue. Le diamètre, je viens de vous le dire, est-ce que ça fait plus de 6, plus de 8, plus de 10 mm? Et ensuite, on va répondre, est-ce qu'il y a des petites fissures ou est-ce qu'il y a autre chose? Donc, la localisation, je vous ai dit, ces 3 grandes localisations, dans le compte-rendu, ça doit être mentionné. Le diamètre, c'est une coupe axiale qui va répondre à la question, est-ce qu'il fait plus de 6 ou plus de 8 mm? Et donc, c'est une coupe transversale comme ça qui doit répondre à cette question et jamais une coupe longitudinale. Et ensuite, on va regarder, est-ce qu'il y a des petits trous dedans? Souvent, sur les IRM, comme c'est le cas ici, vous voyez beaucoup plus facilement les petites plages de rupture intratendineuse, qu'elles soient partielles ou que ce soit véritablement des clivages intratendineux longitudinaux. Et puis, enfin, on va regarder en distalité si on a la réponse à 2 autres questions. Est-ce qu'on a une bursite, ici, sur l'attache entre le calcanéum et le tendon? Une bursite ici rétrocalcanéenne, une poche de liquide. Normalement, il n'y en a pas, ou elle est à peine visible. Et puis, est-ce qu'on a une hyperémie en Doppler? Est-ce qu'on a une inflammation, souvent du péritendon? Ici, une zone hypoécogène autour du tendon, le péritendon qui est inflammatoire, et donc qui traduit souvent des signes inflammatoires au stade tout débutant d'hypersollicitation tendineuse. Je vous ai dit que notre jeune femme, elle avait peut-être un gros tendon, mais elle était sportive. Et il faut savoir qu'un sportif, on peut tolérer, lorsqu'on fait l'imagerie du sport, un tendon un peu gros, parce qu'il y a un épaississement naturel du tendon qui survient du fait de l'hypersollicitation chronique. Et donc, de voir un tendon un peu épaissi chez un athlète, on trouve ça de manière assez classique quand on fait un peu de médecine du sport. Donc, il ne faut pas tout de suite se jeter sur le diagnostic de tendinopathie, parce que le tendon est un peu gros. Il y a quand même des critères, et le critère principal, c'est la clinique et c'est le contexte clinique. Alors, le cas 2, notre jeune femme, elle n'avait rien, elle revient au bout de 3 ans parce qu'elle a mal maintenant, elle a vraiment mal, elle ne vient pas que pour se faire opérer des varices, et elle a une grosse douleur, on a refait l'écho, on a l'impression que ça ressemble un peu, mais on n'est pas vraiment sûr, donc vous avez une IRM en plus, et donc c'est pour vous montrer ce qu'apporte l'IRM. L'IRM, ça vous dessine beaucoup plus facilement, c'est souvent dans le cadre du bilan préopératoire ou pré-thérapeutique, parce qu'on a une image qui est plus compréhensible, on va dire, pour le grand public, et là vous avez toujours cet aspect fusiforme, donc on a une atteinte corporéale, on a un épaississement, on a une perte de l'aspect en boomerang, mais surtout vous avez un trou dedans. Donc là, on a déjà une tendinopathie qui est compliquée, qui est corporéale, mais qui est fissurée avec une petite rupture partielle du tendon. Alors c'est important le critère de rupture partielle, parce que les ruptures partielles, on ne sait jamais. Certains pensent que les ruptures partielles n'existent pas. En fait, si la rupture partielle, ça existe même tellement bien qu'on voit ça souvent chez les athlètes de haut niveau. C'est vraiment comme un diagnostic clinique de coup de poignard ou de coup de fusil dans le tendon au moment d'un démarrage, mais le tendon est cliniquement, il ne répond pas aux critères cliniques d'une rupture complète. On presse le mollet et puis on voit encore la flexion plantaire se faire. Et bien pourquoi? Parce qu'en fait, on a une rupture d'une petite partie des fibres. La grande différence, c'est que vous avez des ruptures dans le sens transversal. Vous avez une corde, vous prenez la corde, vous la coupez dans ce sens-là. Là, on va avoir une petite rupture transversale partielle. Ça, c'est quand même assez rare. C'est l'apanage des sportifs de haut niveau ou des sportifs de loisirs qui ne s'étaient pas échauffés avant. La rupture longitudinale partielle, c'est-à-dire dans le sens de la corde, eh bien là, au contraire, c'est extrêmement fréquent. On en voit tout le temps. C'est surtout une forme d'évolution naturelle du tendon d'Achille au cours de son temps lorsqu'il va évoluer de la tendinopathie vers la tendinopathie compliquée, voire au final vers la rupture complète. Ici, voilà un volleyeur national, tendon normal sur une coupe en bas. Au milieu, une rupture partielle, vous voyez, de quelques fibres. On a l'impression qu'on a commencé un peu à cisailler le tendon, mais on s'est arrêté. Donc, douleur brutale. Et en fait, l'IRM rattrape le diagnostic. Il n'y a pas de rupture complète. C'est une petite rupture partielle. Marathonienne, 28 ans, pareil. Hop, le tendon, la coupe. Et ici,
une petite rupture partielle transversale. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a des gens qui sont intéressés à ces petites ruptures partielles et qui étudient en particulier le plantaire grêle. Le plantaire grêle, c'est un petit tendon qui court à côté du tendon d'Achille et qui pense qu'il est incriminé dans ces pathologies tendineuses chroniques et compliquées du tendon d'Achille et qui peut être inflammé à lui tout seul ou être le siège de la rupture isolée dans les ruptures partielles. On ne va pas revenir là-dessus, là, c'est un peu compliqué, mais bon, quand on arrive au stade terminal, c'est-à-dire ce que vous voyez lorsque vous regardez un match de foot et qui s'arrête brutalement, eh bien c'est quoi? C'est le fameux coup de fusil, le coup de fouet brutal, le tendon il a claqué, et donc l'IRM va répondre très bien à la question. L'échographie aussi, bien sûr, mais l'IRM, parce qu'on est déjà à la question, est-ce que ce patient, il faut le traiter orthopédiquement ou chirurgicalement? Et donc, on va aller regarder quelle est la taille de cette rupture entre les deux fragments du tendon. Et vous voyez que l'IRM répond parfaitement à cette question. Ici, il y a une rétraction proximale du moignon proximal. Et en distalité, vous avez un long tendon distal, un long moignon distal qui sera bien pour le chirurgien pour éventuellement suturer ce tendon. Donc, le rôle de l'imagerie à ce stade-là, en fait, je vous avoue qu'il est peu intéressant parce que cliniquement, vous avez fait le diagnostic, on sait que le tendon est rompu complètement. Ce qui est plus intéressant, c'est de répondre à la question où se trouve la rupture pour le chirurgien. Est-ce qu'on est en plein corps? Est-ce qu'on est très haut? Pourquoi? Parce que si on est très haut, quasiment dans le muscle, ça va cicatriser peut-être spontanément et on n'aura pas besoin d'aller opérer. Si la rupture est au contraire très très distale, c'est plus compliqué parce qu'il y a des complexités chirurgicales par rapport au calcanéum à prendre en compte. On va mesurer la taille de cette rupture, parce que les deux fragments se sont beaucoup écartés, et on va regarder est-ce que ces deux fragments peuvent se rapprocher lorsqu'on fait la flexion plantaire, est-ce qu'on va pouvoir ramener le petit fragment vers l'autre fragment et donc réduire cet écart. Et puis évidemment, on regarde l'état du tendon. Est-ce que c'est un tendon qui est vraiment pourri, qui sera difficilement cicatrisable spontanément? Donc tout ça, on aura ces réponses. Et enfin, le plantaire grêle, ce petit tendon qui court à côté, c'est intéressant de le visionner parce que s'il est là, ça peut aussi être une aide pour le chirurgien s'il décide demain de faire une greffe tendineuse, de se servir de ce petit tendon comme d'un tuteur. Donc ici, voilà la réponse. En échographie, ce qui est parfois plus difficilement interprétable pour le béotien, mais vous avez un tendon d'Achille et au milieu, vous avez une tache blanche. C'est quoi? C'est le gras qui est autour du tendon qui est rentré dans le trou. Donc vous voyez parfaitement qu'on a une rupture complète parce que du gras est rentré dedans. Il n'y a aucune raison d'avoir une incarcération de graisse ou d'un plantaire grêle dans une zone de rupture et elle signe formellement la rupture complète. Mais je vous ai dit, ça a l'air d'être facile, mais finalement, c'est parfois difficile. C'est même très souvent difficile, l'échographie du tendon d'Achille dans la rupture en aigu, parce qu'il y a beaucoup de fibrine, il y a beaucoup de sang, et tout ça, ça fait une sorte de gros magma, et ça donne des images comme ça. Donc, on ne voit pas très, très bien, et on ne sait pas très, très bien ce qui se passe. C'est pour ça que le caractère dynamique de l'étude est indispensable, parce que vous allez mettre en traction les deux fragments, et les deux moignons vont s'écarter éventuellement, comme c'est le cas là, et vous allez pouvoir démasquer la rupture, et mieux affirmer la rupture qui est complète. C'est pour ça que malheureusement, des fois, dans des comptes rendus de radio, vous allez avoir de radiologues rupture partielle, alors que cliniquement, c'est une évidence qu'il a une rupture complète, mais parce qu'en fait, ils n'ont pas fait les manœuvres nécessaires et que cliniquement, de toute façon, il suffisait d'examiner pour être sûr que ce patient ne pouvait avoir qu'une rupture complète. Donc, c'est important. Le piège du plantaire grêle, c'est aussi un diagnostic, c'est aussi un piège classique. Pourquoi? Parce que de voir le plantaire grêle au milieu d'une zone de rupture, ça affirme la rupture complète. Ici, ça, c'est une IRM où on a une rupture complète, et vous voyez qu'on voit le gras ici qui rentre dedans. Ça correspond à l'image échographique que je vous ai montrée, et l'IRM est beaucoup plus facilement interprétable que l'échographie quand on n'a pas l'habitude. Alors que le piège du plantaire grêle, c'est un piège inverse. En IRM, on va se dire, tiens, là, on a une rupture complète, il n'y a plus de tendon, hein, c'est du blanc, tout ça. Mais si on a un bout de tendon au milieu, donc c'est une rupture partielle. Pas du tout, ça c'est du plantaire grêle, c'est le petit tendon qui court à côté du tendon d'Achille, et en fait, il a profité de la rupture pour aller se mettre au milieu. Donc, il court comme ça en plein centre, mais il n'y a plus de tendon d'Achille. Donc, au contraire, ça affirme la rupture complète du tendon d'Achille. La réductibilité, je vous ai dit, dynamique. Voilà, ici, on la voit très bien. On a un tendon en longitudinal. Et vous voyez que quand je fais une flexion plantaire à mon patient, avec la main, je ramène le pied et surtout, je ramène le fragment pour venir se coller contre l'autre fragment, l'autre moignon. Il y a une grosse rupture au centre. Et vous voyez que les deux fragments se recollent. Donc, je sais que j'ai une rupture complète, mais qu'elle est réductible. Ça aidera peut-être le chirurgien dans son choix. Et dernière forme, ce dernier cas, c'est un patient qui se prend plutôt avec des douleurs chroniques. Et vous voyez que là, on ne s'intéresse plus du tout à la portion corporéale, on s'intéresse surtout à la portion distale, à l'anthèse. Et ici, le calcanéum, lorsqu'il est très proéminent, peut venir cisailler dans certaines formes, en particulier dans les déformations type Haglund, le tendon d'Achille, qui est ici, et il va cisailler sa partie antérieure. Donc là, on va avoir, oui, des ruptures partielles. Et l'IRM va montrer souvent ces images classiques d'œdème, de saillie osseuse avec une sorte d'éperon osseux. Le chirurgien va les raboter éventuellement, de bursite antérieure et qui accompagnent ces lésions tendineuses distales, voire des ruptures partielles du tendon d'Achille.
Donc ça, c'est vraiment une forme complètement différente, c'est une pathologie complètement différente, mais tout ça, ça rentre bien dans le cadre des lésions qu'on va bien analyser avec l'échographie, voire l'IRM, et a fortiori, dans ces cas-là, la radiographie standard en charge prend tout son sens pour justement rechercher des critères qui vont aider le chirurgien pour faire l'analyse, ou le podologue pour faire l'analyse de la posture à cet endroit-là du tendon par rapport au calcanéum et donc d'essayer de le corriger, soit avec une orthèse, soit avec une chirurgie efficace. Donc voilà, donc en conclusion, si vous devez retenir un diagnostic, une imagerie pour le tendon d'Achille, la tendinopathie ou la rupture, l'échographie suffit amplement entre des mains entraînées, mais parfois c'est un peu compliqué, donc l'IRM vient redresser le diagnostic, mais surtout lorsque vous êtes déjà au stade de discuter de la chirurgie. Et enfin, un petit mot, mais je n'ai pas eu le temps, et ce sera l'objet d'un autre webinaire peut-être, c'est le traitement. L'échographie, aujourd'hui, c'est devenu le moyen principal pour guider le traitement médical lorsque l'orthèse n'a pas suffi ou qu'elle vient compléter. Souvent, les injections qu'on fait pour à peu près toutes les articulations du corps, quand on fait de l'imagerie articulaire, pour le tendon d'Achille, on peut se servir bien évidemment, à savoir qu'il faut plutôt oublier les corticoïdes qui n'ont pas une bonne presse pour le tendon d'Achille, surtout dans les ruptures partielles, parce que ça va venir pousser l'indication vers le chirurgien. Donc, si on travaille bien avec le chirurgien, une bonne infiltration de corticoïdes va pouvoir confirmer l'indication chirurgicale parce que ça va compléter toutes les petites ruptures. Mais par contre, le PRP aujourd'hui est très discuté, sa place, vous verrez, il y a des tas de méta-analyses qui vont dans tous les sens, mais surtout dans les formes de tendinopathie chronique, avec une rupture chronique, on ne sait pas trop quoi en faire. Ça peut être une éventuelle dernière étape avant la chirurgie, il peut être tenté. Il y a des bons résultats, il y a pas mal d'équipes qui publient maintenant des très bons résultats avec des injections de PRP dans ces formes-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bon, bonjour à tous. Donc moi, je suis médecin MPR sur La Rochelle. Alors, je m'occupe effectivement du Stade Rochelet, mais je travaille également en centre de rééducation avec le suivi notamment des scolioses de l'enfant. Alors en 5 minutes, j'ai essayé de… 5 minutes sur la scoliose, c'est un peu difficile, donc j'ai essayé de vous résumer ça un peu en 5 questions à se poser en fait devant toute scoliose, sachant que si j'ai bien compris, on a tous un peu de métiers différents. Donc l'objectif un peu devant toute scoliose, j'essaye de vous donner un peu des clés. Déjà, la première question, c'est est-ce une vraie scoliose? C'est-à-dire souvent, encore trop souvent, on confond la scoliose et l'attitude scoliotique. D'accord ? La scoliose est une déformation dans les 3 plans de l'espace avec une rotation des corps vertébraux, à la différence de l'attitude scoliotique, qui en plus a un meilleur pronostic et un suivi un peu plus espacé, un peu pour nous, un peu en consultation. Donc, on le voit assez simplement, donc déjà sur le plan clinique avec des gibbosités non réductibles et en imagerie, soit en radiographie, et je ne sais pas si tous connaissent maintenant, mais l'imagerie EOS qui est moins irradiante et qui est vraiment très utile et à défendre un peu aujourd'hui dans le suivi des scolioses de l'enfant. La plupart des scolioses que l'on va voir en consultation sont des scolioses idiopathiques, mais toujours se méfier des scolioses secondaires. Et là, c'est vraiment à la clinique sur les premières consultations. La douleur est vraiment un signal un peu d'alerte. La scoliose idiopathique n'est pas douloureuse. La plupart des enfants ne le sont pas. Donc, s'il y a des douleurs, toujours pensez aux causes secondaires. Si vous repérez des raideurs, la courbure thoracique gauche, toujours s'en méfier, des dysmorphies, des anomalies cutanées, l'hyperlaxité, des cardiopathies associées ou toute anomalie à l'examen neurologique, toujours quand même avoir à l'idée, c'est peu fréquent, mais que vous êtes face à une scoliose secondaire où il faudra pousser un peu plus les investigations paracliniques. La grosse question qui est la plus difficile, est-elle évolutive cette scoliose? On se pose toujours ça devant un enfant. Alors déjà, on peut se baser sur quoi? L'âge de découverte. S'il y a une chose à retenir sur l'âge, c'est que plus la scoliose se révèle tôt et plus le risque évolutif est important. Alors, il y a des petites classifications qu'on peut retrouver un peu dans la littérature. On parle de scoliose infantile avant 3 ans, juvénile de 3 à 7, de 7 à 11, juvénile 2, juvénile 1, juvénile 2, bon, peu importe, mais vraiment… En gros, avant 11 ans, s'en méfier, le risque évolutif est vraiment très important et selon les études, on voit de 60 à 90% d'évolutivité. Après 11 ans, après l'apparition aussi des premières règles, là, le risque d'évolution est plutôt moins important. La topographie, je vous l'ai dit tout à l'heure, pareil, ici, une topographie où il faut être vigilant, c'est la scoliose thoracique gauche qui peut évoluer très rapidement. Se méfier également des scolioses à double courbure un peu majeure et puis les triples courbures qu'on ne voit pas si souvent que ça. Toujours sur le caractère évolutif, je pense que tous ceux qui ont vu des scolioses connaissent l'angle de Coble, qui est, je vous montre juste ici, qui est un angle, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de la mesure, mais
On le mesurait avant sur les anciens clichés radio. Bon, maintenant, on ne peut plus, c'est le radiologue qui le fait directement, mais sur l'EOS, c'est assez fiable. C'est le critère le plus fiable scientifiquement. Et il y a un consensus un peu pour affirmer que le risque évolutif l'est à partir de 30 degrés d'angle de Cobb. En pratique aussi, souvent, c'est ce qu'on nous demande un peu en consultation. À partir de quel angle mettons un corset? Souvent 20 degrés. Il y a souvent un consensus un peu là-dessus. Est-ce qu'il y a un angle à partir duquel on va opérer? C'est souvent 40-50 degrés. Et les chirurgies passent souvent par des réunions maintenant de concertation pluridisciplinaire. Mais voilà, 30 degrés, vraiment risque évolutif assez important quand on a ce type d'angulation. On regarde également, bien évidemment, les stades de maturation osseuse et sexuelle. Alors, il y a le signe de Risser qui est primordial, que les radiologues nous font, c'est le stade d'ossification des crêtes iliaques qui va de 1 à 5. Forcément, avant 4, le risque évolutif est important. Et sur le plan clinique, les signes de maturation sexuelle avec la classification de Tanner que je vous ai montré, mais vous pouvez retrouver assez facilement partout. Voilà, tous ces éléments nous permettent d'essayer, je dis bien essayer, d'avoir le risque évolutif et la vitesse d'évolution. Alors, la vitesse d'évolution, moi j'aime bien ce schéma qu'on peut retrouver facilement, c'est Duval-Beaupère sur les lois d'évolutivité de la scoliose qui nous donne un petit schéma simple sur le pronostic individuel. J'hésite pas non plus en consultation à le montrer aux parents. Ils peuvent comprendre assez facilement sur les schémas que vers 12 ans, 11-12 ans, on leur donne un peu le risque évolutif. On leur explique l'intérêt aussi du suivi radio avec le Risser. Vous voyez que par exemple à Risser 4 là-haut, l'évolution s'arrête ou diminue. Donc, si un enfant a le corset, on va avoir tendance à stopper le port du corset dès qu'il aura atteint un stade Risser 4. Donc, l'idée, c'est toujours c'est d'essayer d'avoir des arguments, d'essayer d'espacer au plus les imageries paracliniques, parce que la radiographie est bien évidemment répéter les radios chez un enfant, il faut toujours se poser la question, essayer de limiter. Le rythme de suivi, habituellement, c'est tous les 3-4 mois. Et aujourd'hui, vraiment, avec l'imagerie EOS, on est quand même moins irradiant pour tous ces enfants. Toujours pareil, kiné, pas kiné. Je sais qu'il y a souvent débat là-dessus. Moi, sur une première consulte, j'ai tendance à 1 mètre, avec des choses assez simples. Finalement, c'est un travail d'assouplissement, des fléchisseurs de hanches, des ischio-jambiers, d'éducation un peu gestuelle et posturale, d'auto-agrandissement, de rééducation respiratoire si vraiment on a des scolioses thoraciques importantes. Donc des choses assez basiques en kinésithérapie, finalement, rien de très particulier. C'est plus compliqué quand on suit les enfants parfois plusieurs années, où, notamment s'il y a corset, la sanction est quand même lourde, parce que vous les emmenez chez le kiné le mercredi et puis un soir dans la semaine, ça leur prend beaucoup de temps, parfois il y a un corset en plus. Là, je n'hésite pas de temps en temps, moi c'est ma pratique, après si d'autres, il peut y avoir débat, je fais faire un test isocinétique, surtout pour voir un petit peu l'état musculaire des abdominaux et des spinaux et pour guider un peu le travail rééducatif. Je sais que les Lyonnais le font aussi. D'ailleurs, la plupart du temps sur nos tests, on voit plutôt une insuffisance des spinaux. Mais bon, c'est au cas par cas et je n'hésite pas à utiliser pour savoir si je poursuis ou pas un peu ça. Alors, dans la littérature, on retrouve un peu des séances parfois de décompression neurovertébrale un peu en décubitus dorsal. Moi, j'avoue que je ne pratique pas ça. Alors, pourquoi pas pour relâcher des petits dérangements douloureux intervertébraux mineurs, ça peut se défendre, mais j'avoue ne pas en avoir l'expérience. Le sport, alors ça, grosse question posée par les parents et souvent on voit encore parfois en médecine générale encore des gros débats. Déjà en 2008, cette étude chez plus de 810 enfants faite par Mauroy où globalement l'enfant sportif présente une angulation inférieure à l'enfant non sportif. Donc, le sport, plutôt oui. Et les sports asymétriques, déjà à l'époque, n'augmentaient pas le risque d'angulation de scoliose. Plus récemment, et je suis d'origine lilloise, donc petit travaux des Lillois, à Marx-Otley, dans le service de SSR pédiatrique, l'équipe de Kat Sanzaretti fait souvent de super études un peu sur la scoliose. Et là, récemment, ils nous ont bien confirmé un peu le fait qu'une non-participation à une activité physique et sportive augmente le risque de présenter une scoliose de 2 à 5. La pratique intensive d'activité physique et sportive, alors intensive c'est plus de 10 heures par semaine, augmente le risque de scoliose. Donc, en résumé, l'enfant doit bouger, mais sans excès. C'est un peu ce que
le conseil à donner aux parents quand ils sont face à vous. Si on rentre un peu au cas par cas dans tel ou tel sport, eh ben, dans leur étude là, récente, on trouve que la gymnastique et la danse classique pratiquées de manière intensive augmentent le risque de présenter une scoliose. Ça ne veut pas dire interdire ces sports, mais regarder un peu le nombre d'heures pratiquées, éviter une pratique de plus de 10 heures par semaine. Les sports de raquette, même pratiqués en compétition, n'augmentent pas le risque de scoliose. Et ça, je ne sais pas si vous, mais moi, j'ai souvent, parfois en médecine générale, on est inquiet un peu des sports de raquette, des sports asymétriques, et finalement, aucune raison de leur faire arrêter. La natation, souvent vue un peu comme le sport idéal, et ben là, l'équipe de Catanzariti casse un peu le mythe. Elle ne protège pas du risque de présenter une scoliose et ce n'est pas le sport idéal. D'accord ? Et tout comme l'équitation, qui n'augmente pas le risque de présenter une scoliose. Donc voilà, grosso modo, on voit encore, même en 2020, des enfants arrivés, suivis depuis 6-9 mois pour une scoliose, à qui on a fait arrêter l'équitation dite pas bonne, mis à la natation et en plus prescrit des séances de kinésithérapie. Je pense qu'il faut vraiment être raisonnable, les encourager à bouger, regarder le nombre d'heures, ça paraît un peu important, et essayer de les conseiller du mieux possible et assez simplement. La chirurgie, alors là, c'est pas mon dada, mais heureusement aujourd'hui, et je pense que c'est maintenant dans la plupart des régions, c'est pour ça que je vous ai mis cette photo, ça passe par des réunions de concertation pluridisciplinaire, ce qui est une excellente chose. C'est quand même pour des angulations assez importantes, moins de 40 degrés. J'ai jamais vu un enfant opéré avec moins de 40 degrés d'angulation de Cobb. Mais parfois, il faut y avoir recours. Et les techniques évoluent beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des chirurgiens un peu dans l'IMAT, mais je pense qu'on a beaucoup évolué ces dernières années. Et bon, j'hésite pas de temps en temps sur des angulations très importantes à le mettre. Et le corset, alors je ne vous ai pas mis un peu en détail, parce que je pense que savoir la conception du corset ne vous intéressera pas trop. Mais grosso modo, voilà, 30 degrés, oui. Et à partir de 20 degrés, il faut vraiment se poser la question. Voilà. Merci à tous déjà d'être présents. Moi, je suis kinésithérapeute donc sur Paris. Je travaille à mi-temps au Racing 92 et à la clinique Drouot au sein du cabinet Physiosport Paris. Et on va parler ce soir ensemble de la rééducation de la coiffe des rotateurs, d'atteinte au niveau de la coiffe des rotateurs. Donc, en effet, ça peut aller de la calcification à la rupture totale. Les causes peuvent être à la fois intrinsèques ou extrinsèques. Les principales causes au niveau intrinsèque, on parle de surcharge au niveau des tendons de la coiffe. Je ne fais pas de rappel anatomique, je pense que ça serait une perte de temps. On répondrait que 5 minutes, ça risque d'être juste. Au niveau extrinsèque, c'est souvent lié à ce qu'on appelle le conflit sous-acromial. Conflit sous-acromial qui va être causé généralement par une faiblesse des muscles justement de la coiffe qui sont censés maintenir la tête humérale et donc éviter que cette tête vienne comprimer les tendons contre l'acromion. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est de se dire qu'en fait, tous les types d'atteintes, hormis la rupture totale, peuvent être pris en charge en rééducation. Ce qui est également important de se dire, c'est qu'il y a plusieurs études récentes, notamment une étude très sérieuse qui est la plus récente que j'ai trouvée, puisqu'elle date de janvier 2020, sur des universitaires en baseball, qui nous montre qu'en fait, il n'y a pas de corrélation directe entre l'imagerie et la symptomatologie au niveau des atteintes de coiffe. Pire encore, il y a une autre étude qui nous montre que le seul rapport qu'il peut y avoir, c'est lorsque la rupture est complète. Et dans ce cas-là, en fait, on a quelque chose qui est complètement corrélé. Tout ça pour dire que la kinésithérapie, ça va vraiment être la solution pour ce type d'atteinte à partir du moment où, bien sûr, on va faire en sorte d'avoir une prise en charge qui est adaptée. Pour que cette prise en charge soit adaptée, il va falloir, bien entendu, mettre en place un bilan. Le bilan, on va passer par les étapes classiques de l'anamnèse. On va éliminer toutes les causes neurologiques, avec des douleurs qui peuvent potentiellement être assez similaires en termes de trajet. Et on va passer à l'examen fonctionnel et local. Alors, on va éliminer les instabilités. Je liste un petit peu les différents tests, mais je ne vais pas les détailler parce que généralement, les instabilités elles font suite à un événement traumatique et donc on va avoir un guide assez important lors de l'anamnèse pour s'orienter vers les tests sur l'instabilité.
Ensuite, on viendra tester les raideurs. Au niveau des raideurs, il y aura 2 gros blocs. Le bloc local, avec une analyse des mouvements sur la glénomérale, sur l'épaule en général, avec la flexion d'épaule, la rotation d'épaule interne, externe, et l'extension d'épaule. Là, l'objectif, c'est tout simplement d'évaluer s'il y a de la raideur articulaire. Donc, on va comparer les amplitudes actives et les amplitudes passives qu'on est capable d'obtenir. On va également aller regarder la mobilité cervicale et thoracique. Il y a plusieurs études qui nous ont montré, j'ai listé toutes les études dans la bibliographie en fin de PowerPoint, vous pourrez les retrouver, qui nous montrent l'importance du travail en thérapie manuelle sur les, on va dire les chaînes annexes cervicales et thoraciques, sur le bon déroulement du traitement sur la coiffe des rotateurs. À ce moment-là, on va pouvoir aussi analyser les tensions musculaires. Il y a plusieurs zones de douleur qui peuvent être projetées par une tension musculaire et donc on va éviter de passer à côté d'un trigger qui pourrait être source de douleur. Une fois qu'on a fait toutes ces étapes globales, on va passer à l'analyse musculaire au niveau de la force et du contrôle, même si pour moi en réalité c'est assez synonyme. Pour ça, on va parler de l'approche SSMP, qui est une approche qui est très intéressante tout simplement parce qu'elle va se baser sur une analyse, on va dire, nouvelle au niveau de la coiffe des rotateurs qui nous montre une chose très simple, c'est que les tests spécifiques qui nous sont indiqués, en tout cas à nous comme tests spécifiques pour les tendons de la coiffe des rotateurs, ne sont pas en réalité des tests spécifiques. Ils ne nous permettent pas de mettre en évidence si on est en train de tester un intraépineux, un supraépineux, ou de tester un conflit sous-acromial. Ça sous-entend, si on n'est pas dans la possibilité d'identifier spécifiquement, ces tests ils vont nous permettre d'identifier juste une réaction douloureuse. Donc, l'ensemble de ces tests-là, qui sont des tests efficaces, hein, ça ne veut pas dire que c'est des tests qu'il faut mettre de côté, c'est des tests qu'il faut utiliser, mais l'objectif de ces tests, il n'est plus de mettre en évidence de manière spécifique un muscle ou un tendon, c'est de mettre en évidence juste un mouvement douloureux, de mettre en évidence une source de provocation de douleur via ce mouvement. L'idée, donc une fois qu'on a identifié les sources de douleur, ça nous permet d'avoir un mouvement qui reproduit les symptômes et on va utiliser donc le système SSMP qui va nous permettre de tester des mouvements correctifs qui doivent aboutir à une diminution de symptômes. Alors c'est très procédural, on va commencer tout simplement par impacter au niveau thoracique. L'idée, ça sera de demander au patient, en reproduisant le mouvement qui est le mouvement symptomatique, une flexion thoracique, une extension thoracique, et si, lors de ces mouvements de correction, on obtient une diminution de symptômes d'un tiers des symptômes, on considère que la correction elle est efficace. Ensuite, on va passer aux corrections positionnelles au niveau de la scapula. Il va y avoir 3 étapes. Le tilt postérieur, donc l'idée c'est en fait de corriger le tilt en début de mouvement, de venir mettre une pression sur la pointe de la scapula tout simplement, et de demander au patient de réaliser son mouvement. De même, au niveau de la rotation latérale de la scapula, la sonnette latérale, et au niveau de l'élévation. On va tout simplement surélever la scapula et demander au patient de réaliser son mouvement. Dans la même logique, si on a une amélioration d'un tiers des symptômes, on considère que la correction est efficace. Le dernier élément de correction, ça va être de travailler sur la tête humérale avec un glissement antérieur ou postérieur au niveau de la tête qui potentiellement peut induire une amélioration. Si, lors de ces tests correctifs, on se retrouve, par exemple, au niveau scapulaire, avec une disparition complète des symptômes sur le test de tilt postérieur, tout simplement, on arrête, on ne va pas plus loin. Ça veut dire que l'élément à corriger, c'est le tilt postérieur. Sauf si éventuellement on avait on va dire une extension qui était aussi positive, extension thoracique. Ça va nous permettre en fait d'individualiser la prise en charge
il y a plusieurs études qui nous montrent que, comme dans toutes les rééducations, mais spécifiquement pour la coiffe des rotateurs, il est indispensable d'individualiser la prise en charge, la prise en charge. C'est uniquement possible à partir du moment où on développe le bilan. Sans un développement de bilan, on va se retrouver à traiter soit une imagerie, soit un diagnostic uniquement médical, qui sera très souvent justifié, mais qui ne permet pas d'individualiser la rééducation. Au niveau du traitement, il faut être très clair avec les patients. Ça, c'est quelque chose d'indispensable. C'est une rééducation qui est relativement longue. Il ne faut pas promettre aux patients qu'une rééducation complète se fera en 3 semaines. C'est quelque chose de vraisemblablement impossible à partir du moment où une rééducation complète, ça sous-entend une diminution des symptômes, mais une correction et un renforcement général. Alors, on commencera généralement par traiter les raideurs. Donc, on a identifié toutes les raideurs. Si par exemple, on s'imagine, on peut partir sur quelque chose de très simple. On a un patient qui va avoir une raideur thoracique. On va commencer à faire des PA sur les vertèbres thoraciques, histoire de donner de la mobilité. Le patient, potentiellement, il peut également avoir un trigger au niveau de l'infra-épineux. C'est des choses vraiment hyper fréquentes et très répandues. On va pouvoir faire toutes les techniques sur les tissus mous au niveau de cet infra-épineux. Et ensuite, donner des exercices de mobilité et d'étirement qui nous permettront, premièrement, de donner un petit peu d'actif à la rééducation et deuxièmement, de permettre aux patients de réaliser ces exercices à la maison, ce qui est en soi peut-être l'élément le plus important. Parce qu'en 2 ou 3 séances par semaine avec le kiné, ça semble toujours un petit peu trop juste. Ensuite, on passe sur le renforcement. J'ai mis renforcement, contrôle moteur. En réalité, pour moi, vous allez le voir, c'est quelque chose d'assez similaire. On a mis en évidence, donc, comme on l'a vu, des mouvements correctifs. Ce qui sera intéressant, que ce soit lors de la séance, mais surtout lorsque le patient va retourner chez lui, ça sera de mettre en place des tapes correctifs. Des tapes correctifs qui auront pour objectif, même si ça ne sera jamais parfait, d'induire la même correction qui a été identifiée comme une correction efficace par rapport aux symptômes du patient. Là, vous pouvez voir sur la photo de gauche un tape correctif sur l'extension thoracique et sur la photo de droite, un tape correctif sur le tilt postérieur de scapula. Une fois qu'on a fait tout ça, on va passer au renforcement. Alors, le renforcement, il peut très rapidement devenir un travail de contrôle moteur à partir du moment où tout simplement on va induire la correction nécessaire pour que le patient n'ait plus de symptômes. Cette correction, avec un mouvement actif de renforcement, elle va permettre tout simplement au patient de prendre un nouveau repère, de construire un nouveau schéma de contraction musculaire autour de cette position qui est la bonne position, pas forcément pour tout le monde, mais sa bonne position sur le moment pour ne pas ressentir de douleur. Dans ma construction de séance, de manière générale, parce que ça peut être une question qui va venir, mon objectif est assez simple. Je fais en sorte d'avoir un mouvement primaire qui va me permettre vraiment un travail de force pure, un mouvement secondaire qui va me permettre de travailler avec une correction et de l'amplitude, et un dernier mouvement avec un peu plus d'instabilité et de perturbation externe. Pour ce qui est du type de sollicitation musculaire, il n'y a pas de règle spécifique. Alors, on a tendance à dire que pour le traitement des atteintes tendineuses, il faut, donc il y a les approches qui nous disent comme quoi il faut faire du travail isométrique, il y a les approches qui nous disent comme quoi il faut faire du travail excentrique. Il s'avère que les études scientifiques sur la coiffe des rotateurs sont assez claires. Il n'y a pas de règle qui nous montre que le travail excentrique a un effet plus important qu'un travail concentrique. Il n'y a pas de règle sur le fait de dire que le travail doit être fait de façon plutôt sur des charges basses avec un nombre de répétitions importantes, à contrario d'une charge importante avec un nombre de répétitions basses. S'il y a une règle qu'il faut retenir en fait sur les exercices, c'est que ces exercices ne doivent pas être faits avec une douleur trop importante.
Je précise parce qu'il y a une étude que j'ai listée aussi dans la biblio qui nous montre tout simplement que même avec de la douleur, à partir du moment où on est sur un seuil de douleur supportable, on a quand même de l'efficacité. Donc on n'est pas non plus dans un objectif de dire il faut qu'il n'y ait aucune douleur. Il faut que ce soit une douleur supportable pour le patient. À partir du moment où on est dans ce schéma-là, tous les exercices seront efficaces. Pour conclure, ce qu'il faut retenir sur la présentation, l'ensemble des atteintes au niveau de la coiffe peuvent être prises en charge en kinésithérapie. Encore plus, j'ai envie de dire que la kinésithérapie, c'est la solution pour la rééducation de la coiffe des rotateurs à partir du moment où, tout simplement, il n'y a pas de corrélation directe entre la symptomatologie et l'imagerie sur les stades de rupture non complète. Il est indispensable de passer par un bilan spécifique. Alors, il y a d'autres approches au niveau de la coiffe des rotateurs. Il s'avère que ce que je viens de vous présenter, c'est l'approche de Lewis, qui a commencé à présenter cette approche en 2008 et qui, aujourd'hui, correspond à vraiment l'approche qui est validée dans la littérature de manière générale. Il faut absolument que le patient soit investi dans le projet parce que ça va être une rééducation qui va durer quand même un petit peu dans le temps. Et il faut que la rééducation, le traitement soit global. Il est impossible de se dire on va uniquement travailler sur les tissus mous ou uniquement faire du renforcement à notre patient. Pour la simple et bonne raison que vous pouvez obtenir des résultats qui sont vraiment efficaces et amplement suffisants pour le patient, mais ça risque de revenir. Si vous voulez avoir une prise en charge vraiment complète et durable dans le temps, il est indispensable de passer par toutes les étapes et donc de faire un bilan qui va lister tous les déficits à traiter. Voilà, ça c'est ma petite biblio.